Histoire CM2, la Première Guerre mondiale, dernière vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la guerre a pris fin et quel est le bilan de ce conflit. Le 6 avril 1917, les États-Unis, pour plusieurs raisons, économiques et idéologiques, vont entrer en guerre aux côtés de la France et du Royaume-Uni. Grâce à cette aide, la guerre va prendre fin. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé dans la forêt de Compiègne par le maréchal Foch, qui représente la France, l'amiral Wemyss, qui représente la Grande-Bretagne, et le ministre Matthias Erzberger, qui représente l'Allemagne. L'armistice, c'est la fin des combats. On pose les fusils. Ensuite, on négocie la paix. Le traité de paix, lui, est signé à Versailles, dans la Galerie des Glaces, le 28 juin 1919. Pourquoi la Galerie des Glaces? Eh bien, parce que la France a toujours considéré la Première Guerre mondiale comme une revanche sur l'Allemagne et sa défaite de 1870. Or, en 1870, le traité de paix avait été signé à Versailles dans la Galerie des Glaces. Cette notion de revanche et d'imposer une humiliation aux vaincus par les vainqueurs, on la retrouvera en 1940 quand l'Allemagne fera signer l'armistice à la France dans un wagon dans la forêt de Compiègne. Alors ici, on peut voir les vainqueurs de face et le perdant, qui est le représentant de l'Allemagne, qui a l'air complètement abattu au moment de signer le traité de paix. Dans ce traité de paix, on considère que l'Allemagne est la seule responsable de la guerre, et donc on lui impose de payer toutes les réparations, et on lui impose également de grosses pertes territoriales. Cette volonté d'humilier le vaincu va faire germer un besoin de revanche en Allemagne qui conduira à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, si on compare la carte d'Europe de 1914 et celle de 1920, on peut se rendre compte que certains pays ont vu le jour. C'est le cas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie. On remarque aussi que des pays ont fait des gains territoriaux. C'est le cas du Danemark, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Italie, de la Roumanie, de la Grèce et aussi de la France qui récupère l'Alsace et la Lorraine. Enfin, on peut voir que les empires ont fait de fortes pertes territoriales. C'est le cas bien sûr de l'Allemagne. C'est le cas de l'Empire austro-hongrois qui subit de fortes pertes et à qui on impose de se séparer en deux pays, l'Autriche et la Hongrie. C'est le cas également de l'Empire russe, mais pour une autre raison. En 1917, l'Empire russe a subi une révolution qui lui a imposé de signer un armistice avant la fin des combats et la victoire de la Triple Entente. Donc la Russie a perdu une partie de son territoire à ce moment-là. On remarquera aussi que le pays ne s'appelle plus Empire russe, mais URSS, qui veut dire Union des républiques socialistes soviétiques, et vous reverrez cela dans vos années futures de scolarité. Alors, il y a bien sûr les pertes territoriales, mais passons aux pertes humaines. Au niveau pertes humaines, on peut considérer que tout le monde a perdu, car le nombre de morts se compte en millions. Voici la photo d'un cimetière britannique en France, dans le nord de la France. Chaque pierre représente un soldat mort. Il y en a tout au long du front en France. Voyons les chiffres. Donc on peut déjà voir que c'est l'Allemagne qui paye le plus lourd tribut car c'est elle qui a le plus grand nombre de morts. Il y a bien sûr les morts, mais il y a également les blessés. On voit par exemple qu'en France, il y a 4 266 000 blessés ou mutilés. Sachant qu'avant la guerre, la France comptait 42 millions d'habitants, c'est un Français sur 10 qui va sortir de la guerre blessé ou mutilé. Pas un soldat, un Français. Toutes catégories confondues.
Il y a bien sûr les blessures psychologiques, mais elles ne seront pas prises en compte. Si on regarde le nombre de morts, on se rend compte que pour l'ensemble des pays, il y a eu presque 10 millions de morts militaires et presque 9 millions de morts civiles. Cela représente presque 19 millions de morts et 21 millions de blessés. C'est énorme, c'est un bilan énorme. Un monument aux morts sera érigé dans chaque commune de France pour rendre hommage à ces enfants du pays morts pour la France. Toutes les communes de France ont au moins perdu un habitant qui est mort pour la France pendant ce conflit. Il y a aussi le lourd bilan financier. Les villes le long du front sont dévastées. Prenons par exemple l'exemple de Reims, puisque ça a été un symbole de cette dévastation. En septembre 1914, un obus va toucher la cathédrale, ou plutôt 25 obus vont toucher la cathédrale, et la cathédrale va prendre feu. Ces images de la cathédrale en feu vont faire le tour du monde et vont faire de Reims l'exemple même de la ville martyre pendant cette guerre. Voici des images de Reims à la sortie de la guerre. On peut voir que Reims est totalement dévastée. C'est plus de 90% des maisons qui sont totalement détruites. Il faudra entièrement construire Reims et certaines autres villes. En effet, si nous regardons cette carte des dégâts, on voit que tout le long du front, il y a une zone rouge totalement détruite. Ma famille venant de ce coin, je peux vous dire que c'était quelque chose de très lourd, puisque sur mes 4 arrière-grands-pères, 2 ont vu leur village entièrement détruit et ils n'ont jamais été reconstruits. La guerre a aussi amené un bouleversement dans la société. Dans notre vidéo 4, nous avons vu le rôle qu'y a joué les femmes. Et ces femmes, à la sortie de la guerre, ne veulent plus retourner à leur rôle traditionnel. Elles vont demander à avoir plus de droits, notamment le droit de vote. Elles vont aussi s'interroger sur le fait de contrôler le nombre d'enfants qu'elles ont. Trop d'entre elles ont vu leur fils mourir à la guerre. Est-il important de mettre au monde un enfant pour qu'il meure au combat? On va utiliser le terme de chair à canon. Est-ce qu'on veut vraiment donner au monde, est-ce qu'on veut donner naissance à un enfant qui servira de chair à canon? Donc c'est toute la société qui va aussi se retrouver bouleversée par ce conflit. Donc on retient que les États-Unis entrent en guerre aux côtés de la France et du Royaume-Uni le 6 avril 1917. Grâce à cette aide, l'armistice est signé le 11 novembre 1918, dans un wagon dans la forêt de Compiègne. L'Allemagne reconnaît sa défaite, mais en fait, c'est toute l'Europe qui a perdu. Car les conséquences de la Première Guerre mondiale sont dévastatrices pour l'Europe et à long terme. En effet, 9 millions de soldats sont morts. La plupart étaient des jeunes gens. Donc il y a déjà ces 9 millions de morts, mais ces jeunes hommes auraient dû être pères de famille. Et donc pendant très longtemps, on va voir sur la pyramide des âges des différents pays européens un trou, une baisse de la natalité. En fait, ces jeunes hommes ne deviendront jamais pères, donc il y a aussi un manque de naissance. Il y a des millions de blessés et des millions de traumatisés parce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont vu. Les États-Unis, qui ont fait du commerce et qui ont vendu beaucoup d'armements aux pays en guerre, sont devenus la première puissance mondiale. L'Europe a perdu ce rang de première puissance mondiale. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 dans la galerie des glaces du château, impose à l'Allemagne une forte réduction de ses frontières. Des nouveaux pays voient le jour. La France récupère l'Alsace et la Lorraine qu'elle avait perdues en 1870. L'Allemagne doit aussi renoncer à toutes ses possessions outre-mer, le fameux problème africain de la première vidéo. Elle doit de plus payer les réparations qui sont considérables puisque certaines zones sont entièrement détruites.
Et elle a aussi l'interdiction de se remilitariser. Elle n'a plus le droit d'avoir un certain nombre de militaires et d'avoir de nouvelles armes. Ces conditions sont très très dures puisque les Allemands aussi ont payé un lourd tribut. Et donc cela va engendrer un désir de vengeance qui aboutira à la montée du nazisme et donc à la Deuxième Guerre mondiale.